Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, vidéo sur la franchise de mon cœur, Harry Potter, saga littéraire de J.K. Rowling adaptée au cinéma depuis l'an 2000. Une saga qui, malgré les polémiques sur son autrice et malgré les années, reste toujours aussi puissante dans le monde entier et pour toutes les générations. Que ce soit en convention geek, dans la mode, en jeu, au cinéma ou à la télévision, les spectateurs sont toujours au rendez-vous, même si c'est plus compliqué pour les animaux fantastiques aujourd'hui. Comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui je vais parler de 5 changements inutiles dans les films Harry Potter. Je commencerai toutefois par un petit point news car beaucoup de choses se passent aussi de ce côté-là, et j'expliquerai ce qu'est pour moi un changement inutile dans une adaptation d'un livre au cinéma. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à utiliser le chapitrage pour naviguer dans la vidéo. Donc sans plus attendre, abonne-toi et pense à commenter et partager la vidéo pour ensorceler l'algorithme de YouTube. Et surtout pour ne rien rater du concours qui démarre ce week-end à l'occasion de TGS, Toulouse Game Show, où vous pourrez peut-être me croiser sur le stand de l'illustratrice de la chaîne, Jessie Megan. Un concours donc avec à gagner un jeu PS4, PS5 en version digitale, un print au choix des dessins de Jessie, et peut-être même d'autres petites choses encore. Sur ce, c'est parti pour 5 changements inutiles dans les films Harry Potter. Comme je le disais, je commence par un petit point news car ça bouge en effet beaucoup du côté de chez Harry Potter. Après le succès mitigé des Secrets de Dumbledore, troisième volet des Animaux Fantastiques sorti en mars 2022, le nouveau président de Warner Bros, David Zaslav, a reçu J.K. Rowling en rendez-vous pour discuter de l'avenir de la franchise. On lit également de plus en plus d'informations laissant entendre que les 4e et 5e volets des Animaux Fantastiques ne seraient toujours pas au programme. Alors que l'autrice semblait tenir au fait de poursuivre la saga, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je vois mal l'histoire de Dumbledore et Grindelwald être abandonnée définitivement. De plus, lors de ce rendez-vous, la question d'une série pourrait également avoir été évoquée. Et là je dis oui, surtout si c'est HBO qui est à la production. Mais restons calmes car rien n'est signé et il faudra patienter plusieurs années dans tous les cas. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les changements inutiles. Mais quelle est la différence entre un changement utile et inutile ? Dans l'adaptation cinématographique d'un livre, même avec la plus grande volonté de la part du réalisateur, il faut parfois effectuer des changements. Soit car un événement écrit ne se vit pas de la même manière à l'écran, soit, et c'est un peu plus triste, on peut justifier un changement par les coupures qui sont faites pour qu'un livre de 600 pages rentre dans un film de 2 heures. Une image étant plus parlante que 1000 mots, je prendrai l'exemple de Dobby, l'elfe de maison qui a totalement disparu entre le 2e et le 7e film. Pourtant, il accomplit des choses dans les livres, et ses actions ont été transférées à un autre personnage, Neville. Ainsi, c'est lui qui donne la branchifleur à Harry lors de la 2e épreuve du tournoi des 3 sorciers, et qui trouve la salle sur demande pour l'armée de Dumbledore. Ainsi, le changement se justifie, même s'il n'est pas excusé, car sinon, point d'intrigue sans Dobby. Bref, on attaque les 5 premiers changements inutiles dans les films Harry Potter. Et étant donné que les 2 premiers films par Chris Columbus, Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets, sont les meilleures adaptations de la saga, je commencerai directement par le 3e film. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le premier film de la saga à vouloir poser une ambiance sombre, plus mature, et la réalisation d'Alfonso Cuarón a pris une direction bien différente de celle des 2 premiers films. Tout au long de celui-ci, on sent la présence de Sirius Black planer au-dessus de nos héros, tel le Sinistros dont parle Sybil Trelawney. Et c'est lors de la capture de Ron, à la fin, que la tension est à son comble, alors qu'il est traîné dans la cabane hurlante par Sirius sous sa forme de chien, et après que Harry, Hermione et Remus les aient rejoints. Sirius se montre très menaçant, et on a très peur pour nos 3 jeunes sorciers, surtout quand Rogue vient rajouter son grain de sel. Mais le changement dont je veux parler ici est que dans les films, c'est Hermione qui s'interpose pour protéger Harry de Sirius quand celui-ci annonce qu'il y aura un mort ce soir-là. Alors que dans les livres, c'est Ron qui dit ça. Encore une fois, les films font des coupes grossières dans le personnage de Ron Weasley. Là où le film nous montre une jeune femme courageuse, protectrice et presque maternelle avec ses amis face à la menace, dans le livre c'est l'ami fidèle, le Gryffondor qui s'interpose pour sauver son meilleur ami. Malgré la douleur, la terreur et son manque total d'estime de lui, Ron prouve qu'il est un héros quand ses amis sont en péril. Tout au long des livres, Ron a de très beaux moments de courage, de bienveillance, d'amitié et même de finesse d'esprit parfois, qui sont beaucoup passés au sort oubliette dans les films, ce qui fait du personnage de Ron le grand oublié de la saga. Le cas de la coupe de feu est un peu délicat, ce film aurait peut-être mérité sa propre vidéo tant les changements sont nombreux et pas toujours à propos. Mais ici je vais parler de celui qui est le plus frustrant de mon point de vue de Potterhead ultra fan des livres et de cinéphile tout court. La première épreuve est la scène trop longue avec le dragon. Certes une scène cultissime de la saga de films et brillamment réalisée, mais cette scène dure beaucoup trop longtemps et en rajoute un peu trop côté epicness aussi. Harry risque également sa vie dans le livre, mais la séquence est bien plus courte car la dragonne ne s'envole pas afin de rester auprès de ses œufs. Là aussi un changement dommage, dans le film la dragonne est seulement une bête sauvage, presque un monstre qui poursuit inlassablement Harry dans les airs au-dessus du parc de Poudlard. Alors que dans le livre on a bien cette explication du fait que c'est une mère qui protège ses œufs, auxquels l'œuf d'or a été mélangé. Et les acrobaties de Harry hors de sa portée sont très frustrantes pour la dragonne, qui choisit de protéger ses petits à tout prix plutôt que de les abandonner pour partir à la poursuite d'un petit gars sur son balai qui n'a rien fait pour la provoquer si ce n'est s'approcher.
Donc une scène superbe, mais qui dégrade la vision des dragons dans les livres pour privilégier une scène palpitante à voir sur grand écran, et qui prend beaucoup de temps qui aurait pu servir à développer d'autres choses plus utiles pour l'histoire, comme la SALE d'Hermione ou l'intrigue liée à la famille Croupton. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce film. Concernant le 5e livre, j'adore la version cinéma de David Yates. Bien qu'il reste quelques petits bémols, mais bon, il faudrait des films de 5 heures pour que tout soit parfait, donc ok. Ici, je vais parler d'un changement qui m'a toujours laissé perplexe, la mort de Sirius Black dans le département des mystères du ministère. Alors que Harry est persuadé que Sirius est aux mains de Voldemort dans la salle des prophéties, lui et ses amis de l'AD se précipitent à son secours, sans pouvoir vérifier si c'est vrai. Il se retrouve alors pris au piège des Mange-Morts menés par Lucius Malfoy jusqu'à ce que les membres de l'Ordre du Phénix arrivent à la rescousse. Puis après un superbe double duel, Sirius est frappé par un sort lancé en traître par Bellatrix, sa cousine, et il meurt. Or, il existe une différence que certains pourraient qualifier d'infime entre la scène du film et celle du livre, mais je ne suis pas d'accord. Dans le film, Sirius est touché par un sortilège de mort, Avada Kedavra, puis il traverse le voile. Mais pourquoi lui faire traverser le voile si le sortilège suffisait à le tuer? Eh bien tout simplement car dans les livres, c'est seulement un sort de stupéfiction qu'elle lance sur son cousin. Et c'est le choc du sortilège qui lui fait traverser le voile. C'est ainsi qu'il meurt, en passant de l'autre côté, littéralement, du voile qui sépare les vivants des morts. Donc la mort de Sirius dans sa version authentique est presque de l'ordre de l'accident. Bellatrix n'avait pas réellement voulu tuer Sirius. Ainsi, avec cette version, on a une Bellatrix qui pourrait sombrer encore plus profond dans les ténèbres et la folie, car elle tue sans même le vouloir maintenant. Mais surtout, l'interrogation d'Harry après son retour à Poudlard est bien plus juste, car il ignore la nature de l'arche et du voile qui s'y trouve. Donc quand il demande à Dumbledore si Sirius est bien mort, cela a beaucoup plus de poids. Yates a donc pris un raccourci pour nous présenter la mort de Sirius et a décidé de faire de Bellatrix la méchante, point barre. Donc le poids psychologique de cet événement est foncièrement modifié, autant pour Harry que pour nous, spectateurs. Ensuite vient la scène du terrier qui brûle dans Le Prince de Sang Mêlé. Alors que Harry est au terrier pour passer Noël avec la famille Weasley, Tonks et Remus sont également de la fête, et tout à coup, les Mange-Morts menés par Bellatrix Lestrange attaquent le terrier et le réduisent en cendres. Donc déjà les Weasley se retrouvent SDF en plein hiver, mais le terrier sera tout de même reconstruit à l'identique dans le film suivant. Mais en réalité, pour ce passage, mon argument est tout autre. Comme pour la coupe de feu, mon premier regret est celui du temps passé sur cette séquence. Car cette scène qui n'apporte rien d'extraordinaire au film, si ce n'est un moment palpitant avec un peu de danger pour notre héros et sa future femme. D'ailleurs je m'attarde aussi sur la cohérence de cette scène, avec les flammes qui laissent passer Harry et Ginny, mais pas deux sorciers, plus qu'aguerris concernant la lutte contre les forces du mal. Après c'était peut-être la fonction de ces flammes, ne laisser passer que certaines personnes. Mais comme cela sort tout droit de l'imagination des scénaristes, on n'en sera jamais vraiment sûr. Donc une scène qui prend de nombreuses minutes d'écran pour pas grand chose, alors que le livre nous donnait énormément d'éléments plus importants à traiter. Toutefois le bon point de cette séquence qu'énormément de monde critique, et moi le premier à l'époque où j'ai vu le film, c'est la scène de Ginny qui fait les lacets d'Harry. C'est vrai que là aussi niveau perte de temps c'est plutôt pas mal, mais si on s'attarde un peu sur la symbolique de cette scène, et qu'on fait le lien avec certaines autres choses, tout prend sens. En effet à cette scène des lacets, ajoutons la scène où elle le rejoint sur le canapé pour donner des gâteaux à Harry. Vous voyez où je veux en venir? Pas encore? Ok, donc si on réfléchit à comment une jeune personne montre ses sentiments, on conclura rapidement qu'elle reproduit les exemples qu'elle a eus, comme ceux de ses parents. Et il se trouve que Molly Weasley, qui est probablement la mère la plus aimante de l'univers, a tendance à montrer son affection par exactement ce genre de petits gestes. Enfiler un pull à son enfant qui risque d'avoir froid, ou nourrir toute sa tribu. Donc Ginny, pour montrer ses sentiments à Harry, ne fait que reproduire l'exemple qu'elle a eu au cours de sa vie. Concernant les reliques de la mort, le pire du pire niveau changement, c'est à la toute fin, après la bataille de Poudlard et la défaite de Voldemort. Alors que tous comptent les blessés, les morts et pensent leurs blessures, le Golden Trio sort du château pour une conversation et une scène qui aurait eu le mérite d'être un peu plus grandiose. Dans cette conversation, Harry commet la pire des atrocités que j'ai pu voir dans cette adaptation, qui prouve à quel point les scénaristes n'ont rien compris à la psychologie de leur personnage principal. En effet, Harry décide de briser la baguette de Suro, et puis c'est tout. Or dans les livres, déjà il ne fait pas ça, il la remet dans le cercueil de son mentor, Dumbledore, et en fait le dernier gardien de cette baguette, bien trop puissante pour rester en circulation. Jusque là, ok, ça rejoint à peu près le film, mais le problème persiste, car toujours dans les livres, avant d'abandonner la plus puissante des baguettes, il fait quelque chose qui a énormément de sens pour lui. Il répare sa baguette, acte normalement impossible, mais réalisable grâce à la puissance de la baguette de Suro. Et la réparation de sa baguette devrait être lourde de sens pour Harry. C'est le premier objet de sorcier qu'il a eu. Et elle lui a sauvé la vie à plusieurs reprises, grâce au Priori Incantatum notamment. De plus, quelque temps auparavant, il a déjà perdu Hedwige, qui était elle aussi son lien avec le monde des sorciers toutes ces années. Donc un Harry qui réussit à réparer son dernier lien avec le jeune sorcier qu'il a été, la baguette au cœur de plume de phénix qu'il a achetée chez Ollivanders dès son premier passage sur le chemin de traverse. Et donc ce fait est totalement passé à la trappe dans le film, alors que cela n'aurait pas demandé beaucoup plus à la réalisation. Il suffisait d'une ou deux phrases en plus, un geste accompagné d'un réparo, Hermione et Ron qui s'extasient devant l'exploit, et pouf, ils balancent la baguette de Suro s'ils veulent, et voilà. Donc là, dans ce grand final, je n'ai jamais compris ce choix et le changement que cela implique pour Harry. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce changement en commentaire, je me ferai une joie de vous lire.
Voilà, j'en ai fini avec ces 5 changements inutiles dans les films Harry Potter. En tant que fan absolu des livres et de la saga de films, je me devais de commencer par ceux qui je trouve ont le plus de poids sur le développement et la psychologie des personnages, mais surtout sur la perception qu'on en a. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à la liker, la partager et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et dites-moi également en commentaire quels autres changements pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo selon vous, qu'ils soient utiles ou inutiles. Enfin, avant de vous laisser, juste un petit mot sur le nouveau réseau de la chaîne, avec notamment TikTok, mais surtout Twitch, sur lequel on fera dès que possible des lives sur Hogwarts Legacy. Tellement déçu de ce report, mais si c'est pour avoir un jeu de qualité, on est prêt à patienter. Et si vous souhaitez déjà nous rejoindre pour gamer et surtout discuter, venez sur Twitch, en ce moment je ratisse Pokémon Écarlate. Et n'oubliez surtout pas le concours qui commence bientôt sur Instagram et Twitter. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt sur Anakaland. Bye.